Johanna, on réessaye. Alors, j'espère qu'on attendra la voix de Ben. Les interprètes n'ont pas de son. Alors, passons maintenant la parole à Dave pour donner encore un peu plus de temps à Johanna pour qu'elle essaie de résoudre cela. Johanna, nous apprécions vos efforts. Dave, j'ai dit dans l'introduction que certains de nos schémas de consommation, la manière dont on achète ont changé. Même les méthodes de paiement ont changé. Et donc, on doit maintenant se pencher plus sur les achats en ligne, les modes de paiement en ligne, un certain nombre d'aspects, un certain nombre de comportements qui ne faisaient pas partie de la pratique courante en Afrique. Alors, peut-être que vous pourriez nous en parler un peu plus, nous expliquer ce que l'industrie a observé, l'impact que la pandémie a eu sur le secteur de l'e-commerce. Merci beaucoup, Isha. Alors, je voudrais vous décrire un petit peu ce qu'on a vu. D'abord, on a vu une augmentation considérable du trafic et de la consommation en ligne. Les gens font des efforts maintenant pour utiliser le site via l'URL de Konga. Si on essaye de faire le suivi sur Internet, on observe que il y a une évolution sur les canaux d'achat. On commence à voir de plus en plus de personnes qui font vraiment l'effort d'aller directement sur le site de Konga sans qu'on ait besoin d'avoir recours à du marketing. On a aussi observé que, en fait, les habitudes des utilisateurs ont changé parce que on a vu un changement quant au type de produits que les gens achètent en ligne. Par exemple, les courses de tous les jours, les boissons, la nourriture, en fait, le genre de choses qui n'étaient traditionnellement pas achetées en ligne. Il y a eu augmentation de commandes, de gel hydroalcoolique, de masques pour le visage. Il y a eu aussi un pic dans les recherches pour ce type de produits. Et pendant le confinement, on a vu une augmentation de commandes sur les jeux, les box sets de vidéos. Donc, voilà ce qu'on a vu en termes de comportement de consommateurs. On a vu aussi, on a observé que au niveau interne, à un certain point, on a eu un problème avec la fermeture des magasins. Et les endroits où on stockait les marchandises. Donc, les gens n'avaient pas accès à leur inventaire dans les magasins. Et du coup, on ne savait pas ce qu'il y avait en termes de stock. Donc, il a fallu trouver un moyen d'accéder à ces magasins de stockage. J'ai parlé de termes clés. Et en fait, on pense que ce que cette pandémie a fait, c'est qu'elle a changé le comportement du consommateur moyen. Normalement, il ne serait pas venu en ligne chercher les types de produits qu'ils ont achetés pendant la pandémie. Et cette augmentation de consommation, le changement de comportement donne des opportunités qu'on n'attendait pas et c'est assez positif.
Avez-vous autre chose à rajouter, Dave? Une autre chose que je voudrais rajouter, c'est qu'on a aussi observé que les grands noms dans notre secteur qui n'auraient pas eu de... Les grands noms dans le commerce qui n'avaient pas forcément de stratégie d'e-commerce, les distributeurs qui ne mettaient pas certains produits en ligne, comme Nestlé, Unilever, etc., cherchent maintenant comment ils peuvent avoir une présence sur les plateformes d'e-commerce. Et quand on commence à voir des grands noms qui viennent en ligne comme ça, ce qu'on peut attendre, la fin de la phrase a été perdue. Ce qu'on a observé, c'est cette augmentation d'utilisation d'Internet et c'est positif. Et on va encourager les gens à s'approprier Internet parce que ça peut être accès à des bons prix, à une bonne qualité de service. Et ça peut être un moyen d'élargir les modes de consommation au-delà des simples magasins physiques. Comme utilisateur de ces plateformes, ma femme, disons plutôt, je peux vous assurer qu'on est passé de l'utilisation... Avant, on n'utilisait qu'une seule de ces plateformes d'e-commerce. Maintenant, on en utilise au moins 5 ou 6 différentes. L'autre jour, je disais que on a des gens qui viennent frapper à la porte, livrer des choses toute la journée. Et j'ai vu passer un des livreurs dans le bâtiment et il avait un chariot plein de paquets à livrer. C'est donc vraiment quelque chose que j'ai observé moi-même dans mon foyer. De plus, d'un point de vue logistique, une des choses qu'on a essayé de mettre en place, c'était de nous assurer la livraison sans contact pour essayer de trouver un moyen de s'assurer que les consommateurs puissent utiliser, en fait, puissent payer en ligne. Au Nigeria, généralement, les consommateurs sont habitués à payer quand ils prennent réception de leur colis. Donc, on a essayé de développer le paiement en ligne pour qu'il n'y ait pas d'échange d'argent quand le livreur se présente. Donc, on a des canaux de paiement à l'avance en ligne. Et du coup, ça rend le travail des livreurs beaucoup plus facile. Et c'était beaucoup plus simple en termes de paiement. Je reconnais tout à fait ce que vous décrivez. On avait du liquide dans notre entrée et à mesure que notre stock de liquide a diminué, on est passé en fait au paiement en ligne, d'autant qu'aller au distributeur automatique était de plus en plus difficile. Je ne vois pas de questions pour l'instant, nous comptons sur vous pour poser toutes les questions, mais je vois qu'il y a un certain nombre de commentaires intéressants dans le chat. Jonah, est-ce que tu veux essayer ou est-ce que tu veux lire les commentaires? Ah, alors je crois que Elliot... Ah. Bonjour, je suis heureux d'être ici aujourd'hui, de participer à ce webinaire depuis l'avion. Donc, je serai disponible pour la session de questions-réponses. Donc, je voudrais partager la présentation et je voudrais normalement partager mon écran. Alors, voilà. Je vais parler donc des effets du Covid-19 sur Internet en Afrique et les changements de comportement de consommateurs. Ce qui est évident, c'est qu'on a vu un changement brusque du travail au bureau vers le travail à la maison. Le graphisme à gauche vous montre l'utilisation dans un des bureaux de Liquid télécommunications et vous pouvez voir que les pics d'utilisation se sont complètement aplatis.
On a vu quelques poussées de trafic parce qu'il y a eu besoin d'accéder à des applications de commerce. Et comme tout le monde, j'ai utilisé ce genre d'application pour continuer à travailler. Alors, on a parlé de travailler à domicile. Le travail à domicile au Kenya a augmenté la consommation d'Internet de 40%. Et du coup, l'utilisation d'Internet est passée de la sphère professionnelle à l'accès Internet de la maison. Et notre utilisation de Teams a également augmenté, utilisation de la vidéo, de la voix, partage de dossiers, collaboration. Et on a vu une forte augmentation qui sont allés de pair avec l'augmentation de la collaboration en ligne. Et l'usage de Teams s'est développé de manière incroyable. Donc, il y a eu un déplacement du trafic Internet de certains opérateurs vers les opérateurs mobiles. Partout en Afrique, nous avons vu aussi un déplacement vers une utilisation beaucoup plus systématique de l'e-commerce. Le PDG d'un des plus grands sites d'e-commerce d'Afrique m'a dit qu'ils ont vu une augmentation importante avec une progression importante de l'achat de produits de luxe, pas simplement pour les courses de tous les jours, mais aussi pour des produits de luxe qui sont de plus en plus achetés en ligne. Le changement ne concerne pas que le monde professionnel et le quotidien, mais aussi l'accès aux loisirs. Avec le développement en particulier de Netflix. Les gens le regardent de plus en plus longtemps, surtout le soir, pendant de nombreuses heures. De 5 heures à 9 heures, c'était vraiment le pic de trafic. Les gens ont pris l'habitude de regarder plus de films le soir. Et comme les gens travaillaient de chez eux, en fait, ils allumaient la télé où ils se mettaient sur Netflix plus tôt que normalement. On a vu aussi plus de jeux en ligne, de gaming, et donc de jeux en ligne connectés. Et les plateformes de jeux en ligne ont noté une augmentation considérable. Donc, même si c'est passionnant de voir cette augmentation du trafic Internet, le recours à des vidéos, aux jeux, au cloud, ce sont vraiment donc les vecteurs de développement à travers le monde. Mais par contre, on n'a pas vu quand même les mêmes développements d'infrastructures qu'en Europe. J'ai eu accès à la fibre optique chez moi au Royaume-Uni il y a assez longtemps maintenant, mais en Afrique, ça n'est pas encore au point. Donc, le réseau de base n'est pas encore à la hauteur de ses besoins en termes de trafic. Et il a fallu beaucoup de développement. Netflix s'est plaint auprès des réseaux européens parce que la résolution était moins bonne. Mais en fait, en Afrique, on a des infrastructures. Qu'est-ce qui a vraiment changé? Les changements de comportement, c'est qu'il y a une accélération des changements de comportement avec le Covid, avec la Covid-19. Les gens ont adopté plus
de services en ligne que précédemment et beaucoup plus vite. J'ai fait des webinaires avec les membres du gouvernement kényan. Ça n'aurait pas eu lieu il y a 7 mois, mais maintenant, c'est une pratique courante. Cependant, tout n'est pas non plus rose. Un secteur qui a vraiment explosé, c'est le domaine de l'éducation. Les écoles ont fermé dans la plupart des pays pour une durée indéterminée. Et même si on a pu avoir de bons résultats, parce que les écoles pouvaient utiliser le broadband, Internet des universités ou s'adapter, les écoles privées notamment. Mais il faut quand même maintenir l'apprentissage des enfants. Mais en fait, le problème, c'est qu'on a dans certaines zones des centaines de milliers d'écoles qui n'ont pas accès à Internet. Et même si on a pu leur donner accès à des espaces collaboratifs d'enseignement en ligne, tous les enfants n'ont pas accès à Internet et il fallait qu'ils payent pour pouvoir se connecter. Donc, les infrastructures, enfin, les accès ne sont pas là forcément pour les utilisateurs. Et l'accès via les données mobiles n'était pas suffisant. Donc, ça a créé un véritable retard dans l'accès à l'éducation. Mais il y a une augmentation du trafic qui limitait cet accès. Cependant, c'est une période très passionnante et j'ai hâte d'entendre vos questions. Merci. Ça a bien marché, je suis très content. Alors, je veux vous encourager à poser les questions dans la section de questions et réponses, et surtout sur les IXP en Europe. Et je vais les lire, mais il y a des points intéressants. On parle de les augmentations qu'on a vues au niveau des IXP. Et on a remarqué aussi, comme a dit Kyle, on a vu cette augmentation des IXP. On a parlé aussi, Ben a parlé, était très fier de le vivre en Afrique, qu'on n'était peut-être pas aussi près comme en Afrique, parce que les fournisseurs de données en bordure, ils avaient pas vu un problème dans ce sens et qu'ils ont su gérer ce problème. Je vois qu'on parle de trafic, que ce soit des vidéos, des jeux vidéo, même les taux de trafic, la réduction n'a pas été un problème. Et accès aux centres de données aussi, j'en parlais à Brett et j'aimerais apporter cette question aux membres du panel, peut-être. S'il y a d'autres questions, est-ce que il y a eu des stratégies claires à niveau national qui ont eu un impact parce que personne n'était préparé pour cette pandémie. Alors, par exemple, si on se concentre sur l'accès au centre des données, qu'ils ont permis aux gens de pouvoir entrer dans les centres de données et ils ont pu continuer leur commerce comme d'habitude. Pour d'autres pays, c'était pour que ce soit plus juste, et on a vu une stratégie qu'ils ont fermé des choses qui n'étaient pas disponibles pour les gens dans les rues. Alors, il y avait d'autres commentaires. Si on parlait d'autres stratégies Kyle parlait d'une consommation sans limite.
mais il y avait aussi la consommation qu'on devait payer par bit. Alors, je pose la question à tous les membres du panel. Peut-être s'ils pouvaient répondre à la question qui est la stratégie qui a eu plus de succès. Une des choses que j'ai remarqué, c'est que, et en dehors de la région, que les fournisseurs ont été un peu plus généreux et on a vu un impact positif. C'était parce que les gens étaient obligés à se brancher sur les réseaux portables et pendant qu'ils étaient à la maison, parce que avec le thème économique, les difficultés, les contraintes économiques, on était quand même obligé à avoir un budget pour cet accès sur le portable. Quelques d'autres questions, des stratégies qui ont bien fonctionné? Alors, si on regarde, on considère une question d'Esther, par exemple, que la diffusion, est-ce que vous avez des idées pour adresser ce thème de division sociale et l'accès de niveaux différents entre les différents membres de la société? Il est en train d'écrire la réponse. Il a accès à WhatsApp. Alors, oui, parfait. Pendant qu'on attend à Ben, on peut parler des choses spécifiques, mais parce que s'il y a des initiatives dans le sens sur le thème de la connectivité, sur la largeur de bande, oui. Je peux vous dire aussi que, au moins dans le pays où j'ai de la famille en Afrique, ils ont offert des options différentes pour la rentrée scolaire la semaine prochaine. S'ils veulent continuer à la maison ou s'ils veulent être présents à l'école. Et quelques-uns ont opté pour l'option de rester chez eux, mais non, je pense que ce sera intéressant de voir le résultat la semaine prochaine. Les vidéos, oui, ils seront disponibles. Oui, on a déjà parlé de ça. Une autre question pour Brett. Comment changer l'option CLUD chez Microsoft, la comparaison avec la période avant COVID? Alors, oui. Oui, les tendances, l'option CLUD, l'option CLUD, oui, a continué à augmenter a vu une croissance importante et on a vu des services de CLUD, une augmentation importante. Et avec la pandémie, je pense que le télétravail ont contribué, mais la croissance qu'on a vue la plus importante, ça a été impulsé par Teams, le moteur d'augmentation de l'usage, comme les écoles aussi qui vont réouvrir et les commerces ont été le moteur de la croissance
et comme résultat de la pandémie. Je pense la croissance est énorme et c'est clair qu'on avait besoin d'un réseau robuste et étendu pour pouvoir offrir ces services. Et non seulement des déploiements par cloud, mais pour s'assurer que ce trafic arrivait aux utilisateurs et de pouvoir s'assurer la livraison que le fournisseur puisse offrir ce service. J'ai une question de Rwanda. Il y a de nouveaux marchés à Rwanda et ça reflète ce que je viens de dire, que ce n'est pas question d'une région unique, c'est plusieurs régions, ce n'est pas seulement une plateforme de mise à jour de Windows, c'est tous les services de Microsoft, que ce soit Teams, Office. Cela nous permet d'améliorer les services dans tous les sens. On n'a rien annoncé encore de ces bordures qui vont apparaître en ligne, mais je pense que c'est passionnant parce que le mouvement vers les services que Covid a impulsé, je pense on va voir que l'Afrique, le continent de l'Afrique, qu'il ait plus de points de présence en Afrique et globalement en Afrique. Vous avez la réponse de Ben de la question? Oui. La réponse de Ben est que à la question d'Esther de la division sociale à cause d'accès différents entre la société, UNICEF et le I-Team ont une collaboration. Vous avez peut-être entendu parler d'un projet d'interconnexion et un programme de pilotage en Afrique, et Liquid suit la ligne de cette initiative. Il y a 6 000 écoles qui vont bénéficier de cette initiative. Et 75% de ces écoles vont bénéficier. Je pense que la connexion des écoles est très importante et la connectivité à bas prix est importante. Merci. Et je voudrais aussi, il y a une autre question, je voudrais aussi des questions. Je vous invite à poser vos questions en français aussi dans la fonction chat. On a cette option à votre disposition. Je voulais juste lire un commentaire sur la fermeture des sites d'e-commerce. J'ai un commentaire from Fanny qui parle depuis le centre de données qu'ils ont remarqué que les clients ont choisi d'être respectueux envers les centres, les commerces. Et c'est intéressant de parler de ce thème. Dave, vous avez des commentaires sur ce que vous avez vu en tant que stratégie et la fermeture. En Nigérie, on avait le gouvernement avait des conversations
qui ont mené à un mouvement, un service de fournisseur de services. On a eu des permis pour les biens. On a vu aussi que on allait, les gens allaient manquer, les gens auraient des difficultés à acheter des choses quotidiennes parce que ils avaient beaucoup en stock, en entreposage. Alors, on n'avait pas cette option de fermer le site. On était obligé de continuer avec les livraisons. Et le défi était la limitation, les gens, ils étaient limités avec les mouvements, ils ne pouvaient pas se déplacer. Alors, on ne pouvait pas... les livraisons, ils étaient affectés par les délais. Oui, on s'en est en sorti, mais avec les livraisons, ils ont réussi à faire les livraisons comme dans les conditions normales. Alors, il y a une question de Dave. Pour Dave, est-ce que vous avez une stratégie de peering avant Covid? Est-ce que cela a affecté le service a été affecté pendant Covid? Oui, peering, la stratégie de peering. Vous aviez mis en place une stratégie de peering avant la COVID. Oui, ce qu'on essaye de faire, c'est en tant que possible, de créer des processus. Et au moment de la pandémie, on avait des interactions logistiques, mais on avait aussi avec les vendeurs et on essayait de communiquer avec eux ce qu'on attendait pendant la pandémie et on comptait sur leur soutien. Avec les fournisseurs de services, vous aviez des accords, vous avez dû augmenter des accords pour faire face à la demande. On n'était pas vraiment obligé dans quelques cas aussi, on avait en tant qu'infrastructure, on avait une certaine flexibilité pour évolutive sur la plateforme que nous permettait de gérer ce trafic et de gérer le trafic. Et c'est une question que je suis... c'est pour les autres membres du panel. On a essayé pendant la pandémie des services où c'était un problème depuis le début. Non, on n'a pas eu de problème pour les e-commerce. Quelqu'un d'autre, ils ont essayé de vous poser des problèmes comme ça, où les gens se sont portés bien. Je serais intéressée de savoir si les membres du panel pourraient s'exprimer là-dessus. Vous avez encore une réponse de Ben? Oui. Il y a 2 questions pour Ben. La première, par email. C'est clair que l'usage de l'Internet a augmenté. Est-ce qu'il y a des données disponibles
pour montrer qu'il y a eu une hausse en Afrique, de trafic en Afrique en particulier. Et Raquel Nkingali. Alors, la croissance du trafic d'Internet a continué à un pas continu. Alors, de 5% à un rythme de 5% par mois, les pays qui sont connectés le trafic a augmenté beaucoup plus vite. Et récemment, le Soudan du Sud a été connecté et on a assisté à une augmentation importante de trafic, surtout pour les services comme Netflix et une augmentation moyenne de 5% depuis la COVID. Encore une question? C'est une question de Raquel, posée par Raquel sur le trafic d'Internet. La deuxième réponse, la largeur de bande mobile, est-ce que ça a freiné l'activité? Mais la vitesse est super, mais est-ce que ça peut affecter le commerce? La demande Afrique de l'Est a augmenté tellement qu'on a eu des difficultés pour offrir des services. Mais est-ce que ça peut changer? Est-ce que ça va changer le cas de l'argument en faveur de l'investissement? Merci Ben pour avoir répondu aux questions. On reçoit des messages est-ce que, une question de Tom, est-ce que l'Afrique, les gouvernements en Afrique ont supprimé quelques est-ce qu'ils ont assuré le contrôle sur l'Internet pendant la pandémie? Est-ce que Kyle peut-être, je viens de vous rejoindre, désolé. J'ai des connaissances très limitées dans ce regard. Du Ouganda, le cadre réglementaire a eu les mêmes problèmes que tout le monde. Depuis le commencement de la pandémie, tout le monde est rentré chez eux. Il y a eu le télétravail, où il y a eu un manque de contrôle. Et ce n'est pas une question de l'opération arrêtée, mais il ne se concentrait pas là-dessus. Est-ce que vous savez, connaissez un exemple? Par exemple, je travaille depuis Dubaï. Il y a des normes moins strictes sur quelques aspects. Vous êtes au courant? Moi, je dirais que le fait que l'Internet dans d'autres pays, ils ont pu s'adapter, c'est un exemple. Ça reflète des bonnes politiques. On reconnaît aussi qu'en Ouganda, on a un impôt et il y avait, depuis le début du confinement, il y avait beaucoup de protestes, mais le gouvernement n'a pas changé de position en ce que le gouvernement, des actions spécifiques, je ne pourrais pas répondre dans ce sens. Quelqu'un d'autre a des commentaires? Alors, la dernière question. Je vois d'autres questions. Avec l'impact négatif sur les pays en Afrique, est-ce que les fournisseurs de services d'Internet, est-ce qu'ils ont changé
les niveaux de largeur de bande disponibles est-ce que vous êtes au courant? Oui, nous, on avait beaucoup d'actions là-dessus. Le confinement a affecté de façon importante aux ISP, les fournisseurs de services d'Internet, en tant que pour la recherche, les écoles. Et dans ce sens, beaucoup de réseaux en Ouganda, ils étaient sous une pression financière importante et en même temps, le gouvernement était en train de renégocier des licences et les cadres pour les licences. Et les prix qu'on proposait, ils étaient assez élevés et compte tenu de l'impact de Covid, le gouvernement a été assez... son attitude était compréhensible. Ils comprenaient la situation pour les prix, les nouveaux prix pour les licences. Dans ce sens, ils ont reflété l'attitude, ils ont compris l'attitude avec leur attitude vers les prix. Alors, Kyle, on continue avec vous. Joe demande, les zones plus rurales, est-ce qu'il y avait des ruptures, des connexions, de trafic? Et il dit que c'est quelque chose qui arrive souvent en Tanzanie, dans le nord d'Afrique. Qu'est-ce que vous pouvez... si vous avez des commentaires là-dessus? Je n'ai pas tout à fait compris la question. Oui, parce que dans les zones rurales, oui, il y a Dar es Salaam, par exemple, mais je ne connais pas je ne suis pas au courant de problèmes dans ce sens. La question pourrait se poser pour se changer, pour s'exprimer d'une autre façon. Est-ce que les personnes, les habitants dans ces zones, est-ce qu'ils vont recevoir un service? Oui, le gouvernement, la communauté, oui, les fournisseurs, ils ont essayé, et ça fait depuis longtemps, ils essayent de s'adresser à ce problème. Il y a toujours de progrès à faire, mais globalement, on a des liens de fibres assez forts et la connectivité dans les villes tertiaires de moins grandes sont assez fiables. Ils peuvent fournir des services assez bien. Alors, bon, oui, on peut s'adapter à la situation, mais les limitations, c'est la capacité de l'industrie de permettre le télétravail. Mais la connectivité est moins le problème. Et c'est plus une question de résoudre le problème, le thème de travailler chez soi. Et donc, c'est un problème plus étendu que la connectivité en soi. Il y a d'autres pays et d'autres régions qui pourraient avoir une autre opinion là-dessus. Il parlait, oui, des coupures de services, de connexion. Alors, la dernière question aux membres du panel. Est-ce que vous pensez que le niveau de trafic avec le relâchement de la population, est-ce que vous croyez que le monde en ligne va continuer comme... ou est-ce que vous croyez qu'on va retourner à la vie comme elle était avant? Je peux dire quelque chose là-dessus. J'ai dit avant que
prévenir, c'est très, très difficile de prévoir ce que pourrait arriver dans quelques années. Alors, oui, c'est un défi de pouvoir répondre. Je pense que la transformation qu'on a vue, et plus particulièrement la COVID, et le fait que les changements ont eu lieu avec une vitesse, je pense que cela veut dire qu'on ne va pas retourner au monde comme il était avant. On va voir plus de services sur plus de cloud, des services, des vidéoconférences. Ça va continuer. Je pense qu'il n'y aura pas de changement, mais juste le trafic, je crois que on essaye d'aller plus loin, on regarde plus loin que la pandémie, que les enfants rentrent à l'école. Je pense que la demande va baisser, par exemple pour les Teams ou les vidéoconférences. Alors, on devrait s'attendre que le trafic baisse, mais une transformation est déjà en cours et je pense que les choses ne vont pas. Ce n'est pas réaliste de penser que les choses seront comme avant sur les réseaux et que les choses vont continuer comme ça pour l'avenir. Dans l'avenir, vous voyez, Dave, que est-ce que vous voyez les gens changer les habitudes? Non, je ne pense pas. Je pense on est. C'est la forme de vivre. Notre façon de vivre a changé tellement. On a d'autres expectations. On s'attend à d'autres choses et on n'a pas vraiment. Les gens s'attendent, on s'attend à continuer à créer renforcer les réseaux. Et avant que je demande à Kyle, il y a un commentaire. Alors, il y a eu un certain nombre de problèmes affectant les personnes travaillant à domicile. Qu'en est-il des réseaux communautaires? Mais avant de développer cette question, est-ce que Kyle aurait des commentaires sur un retour possible à cette normale dont on parle? Je suis assez d'accord avec Brett. Je pense que les sociétés vont évoluer autour de cette nouvelle réalité parce que ça va continuer. Et je ne pense pas qu'on va revenir à un mode de vie totalement similaire à ce qu'on a connu précédemment. Même si les écoles rouvrent, ça ne va pas forcément complètement réverser la tendance. Donc, je pense que les tendances qui sont apparues de manière imprévue risquent de continuer. Cependant, comme Brett l'a bien souligné, c'est difficile de faire des prévisions, surtout dans ce domaine. Alors, des commentaires de Ben qui viendront via le chat. Alors, j'ai complètement perdu le fil. Quelle était la question sur les communautés? Comment est-ce qu'en Rwanda, donc au Rwanda, il y a peu de Wi-Fi, d'équipements qui peuvent utiliser le Wi-Fi et peut-être que du coup, ça présente un cas intéressant pour les réseaux communautaires locaux. C'est une question importante, oui. Les supports d'accès vont jouer un rôle fondamental, mais il faut approcher les choses de manière durable. Il y a deux aspects. Les compétences en ligne
qui se développe rapidement. Et ensuite, l'accès aux équipements, aux supports. Et donc, ça dépend de l'utilisateur. Et troisième point, la pertinence du contenu pour ces utilisateurs, pour que les gens continuent à l'utiliser. On développe la connectivité avec différents parties prenantes, notamment dans les zones rurales, mais il faut qu'il y ait aussi un certain investissement, un développement de la capacité et des services. Il y a beaucoup de conversations qui se déroulent à l'heure actuelle. Pour revenir à ce que font les gouvernements, les politiques, etc., est-ce que vous pensez qu'il y aura un intérêt pour cela post-Covid-19 ou pas? Je pense que ça devient de plus en plus pertinent. On a essayé d'initier le dialogue au cours des années précédentes avec beaucoup de structures gouvernementales sur l'accès ou les structures complémentaires ou alternatives d'accès pour les zones plus isolées. Et cette conversation s'est accélérée cette année et a certainement attiré plus d'intérêt cette année depuis le début de cette pandémie. Donc, ça peut avoir un effet catalyseur. Et je pense qu'à l'avenir, il y aura plus d'intérêt, plus de demandes aussi de la part des communautés. Et je pense qu'on aura plus d'actions et moins de blabla. Et avez-vous réussi à avoir les commentaires de Ben quant à l'évolution de ces schémas qui ont émergé un peu brusquement, ou est-ce qu'on verra, selon lui, un retour en arrière? Alors, Ben a fait une remarque. J'essaie d'ouvrir la deuxième. Donc, ses premiers commentaires, c'est que il voit... Donc, il fait référence à une question précédente. Pour lui, les fournisseurs d'accès Internet ont élargi la bande d'accès, la largeur de bande, sans nécessairement que les coûts soient reflétés pour les consommateurs, ce que payent les consommateurs. Et c'est vrai que certains consommateurs, certains clients ont fermé ou voulaient une pause dans leur contrat. Et puis, il y a aussi cette question des taxes, des frais. Et je pense qu'il fait référence au Kenya, où il y a des nouvelles taxes qui ont été reconsidérées. Donc ça, c'était positif. Alors, je crois qu'il y a un fichier audio que je dois pouvoir jouer, vous faire passer si vous me donnez un instant. J'espère que ça va fonctionner. Alors, laissez-moi voir comment faire fonctionner cela. Voyons si ça fonctionne. J'ai loupé une étape, excusez-moi. Après cela, on ira aux sessions de peering personnel où un certain nombre de partenaires. Le son est très mauvais, les interprètes ne peuvent pas entendre assez bien. Merci pour cela. Alors, je pense que nous arrivons à la fin de cette session avec les membres du panel. Je voudrais remercier les membres de notre panel pour leur contribution. Pour cette premier panel qui, à mon sens, a été un véritable succès. Je pense que nous avons couvert beaucoup de questions intéressantes. Merci aux membres du panel. Et maintenant, nous passons à la session de peering personnel. Donc, les personnes qui veulent proposer du peering. Alors, vous pouvez voir, voilà, les diapos. Donc on a un certain nombre de fournisseurs
qui présentent leurs services. Vous voyez leur nom à l'écran. Alors, préparez-vous à cela et on commence. Bonjour, vous pouvez m'entendre? Je suis Peter de Cloudflare. J'ai récemment rejoint Cloudflare et je travaille avec partenariat interconnexion avec Afrique, Europe et Moyen-Orient. On a hâte de travailler avec vous tous et d'améliorer les interconnexions en Afrique. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Cloudflare veut construire un meilleur Internet et aider nos clients à améliorer la performance et la sécurité de leur Internet en créant des relations de peering. On a une politique de peering open. Donc, vous avez vous pouvez me contacter après ce meeting. Vous avez le lien à l'écran. Voilà. PCH. Alors, je ne vois pas le représentant de PCH dans la salle. Alors, si vous représentez PCH, contactez-nous via le chat. On passe au prochain interlocuteur. Alors, Jacob, bonjour à tous. Le point d'échange Internet du Nigeria, vous avez notre numéro ASN 36 932. On a 74 networks. Le trafic a augmenté à 160 gigabits récemment. Nous sommes situés à différents endroits pour le peering. On a 4 points de peering, 4 au Lagos et ensuite 4 autres points à travers le pays. Et on s'étend à d'autres régions du pays. Nous sommes ouverts à du peering multilatéral ou bilatéral. Et donc, si vous voulez nous contacter, vous avez le numéro de téléphone à l'écran ou envoyez-nous un email à info@exp.net.ng ou vérifiez notre site Internet. L'adresse est à l'écran pour savoir comment établir des relations de peering. Joanna, est-ce qu'on peut revenir à PCH? Sarah, nous vous écoutons. Bonjour, je suis Sarah Hassan. Je travaille à Packet Clearing House, PCH. Nous sommes AS42 et AS3856. Nous sommes une organisation de recherche. Nous avons plus de 200 points d'échange à travers le monde. Nous avons plus de 300 TLD. Et nous avons aussi d'options de peering privé. Notre relation de peering est sécurisée et rapide et vous pouvez nous contacter via peering@pch.net. Dernière diapo. Bonjour, j'espère que vous m'entendez correctement. Je suis Ben de Facebook. Est-ce que vous pouvez cliquer pour que toute la diapo apparaisse? Voilà. Alors, nous avons 2 S en Afrique, 32 934. Donc, on peut vous fournir tout le service avec cela. Et nous avons AS 63 29.3, donc abonner du contenu statique, donc des images ou des vidéos. Nous allons développer nous allons bientôt ouvrir un point à Cape Town. Tous les détails sur PeeringDB Talk to Us et vous avez mon adresse mail pour me contacter. Merci. Et pour conclure, félicitations à nos partenaires et à notre équipe et à tous nos partenaires. Notre prochaine série de peering sera le 6 octobre et ce sera au-delà du peering et ce sera à la même heure. Donc, vous pouvez vous inscrire en utilisant le lien qui est à l'écran
Et la dernière diapositive, c'est pour les remerciements pour tous les membres du panel et pour toute l'équipe, le panel, l'équipe technique. Donc, nous allons conclure la session maintenant. Merci bien. Merci. Tous ceux qui se sont inscrits auront accès au lien avec l'enregistrement. Ça ira automatiquement à toutes les personnes qui se sont enregistrées dès que l'événement sera clos. Je vais vérifier les paramètres avec Elliot, donc normalement, tout devrait fonctionner comme prévu, à moins qu'il y ait des problèmes techniques inattendus, mais je pense qu'on en a une